Et à l'international, alors que le conflit en Ukraine va entrer dans sa 3e année, le président russe Vladimir Poutine a tenu sa conférence de presse annuelle de fin d'année, 2 jours après l'assassinat d'un général de haut rang dans les rues de Moscou. Assassinat, vous le savez, commandité par Kiev. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est la main tendue de Vladimir Poutine à Donald Trump. En effet, le président russe s'est dit prêt à rencontrer le président élu américain, et ce à n'importe quel moment, en pleine spéculation sur le lancement d'un éventuel processus de paix autour de l'Ukraine. Ces propos font suite à ceux de Donald Trump qui, en début de semaine, a dit vouloir parler à Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour arrêter, je le cite, le carnage du conflit armé en Ukraine. Pour sa part, Vladimir Poutine a déclaré à de nombreuses reprises être prêt à des discussions avec l'Ukraine à condition qu'elles soient basées, je le cite, sur les réalités du terrain où les forces russes ont l'avantage depuis le début de l'année. La Russie réclame notamment que l'Ukraine lui cède 4 régions qu'elle occupe partiellement, en plus de la Crimée annexée en 2014, et que Kiev renonce à son ambition d'intégrer l'OTAN. Et rebelote, aux États-Unis, le spectre d'une paralysie totale de l'État fédéral refait surface. Un risque qui s'est matérialisé après que Donald Trump a exprimé son opposition à un accord budgétaire négocié au Congrès américain entre des élus républicains et démocrates. Pourtant, à la hâte, cette nuit, les élus républicains, pourtant majoritaires à la Chambre basse, ont soumis au vote une nouvelle proposition au lendemain du torpillage par Donald Trump et Elon Musk d'un précédent accord négocié avec les démocrates. Un projet de loi qui proposait notamment de prolonger de 3 mois le financement gouvernemental et de fournir plus de 100 milliards de dollars d'aide aux sinistrés et aux agriculteurs, tout en supprimant notamment des fonds dédiés à la santé et le plafond d'emprunt du pays pendant 2 ans. Et alors que les 2/3 des voix étaient nécessaires à une adoption, le texte n'a même pas atteint la majorité simple, avec 38 républicains se joignant au nom des démocrates. Signe prémonitoire ou non, le dernier shutdown, sachez-le, des instances fédérales est intervenu sous la présidence de Donald Trump entre le 22 décembre 2018 et le 25 janvier 2019. Toujours est-il que les parlementaires ont jusqu'à minuit ce soir pour éviter une fermeture partielle des administrations fédérales. Toujours aux États-Unis, la croissance du PIB a été meilleure que prévu initialement au cours du T3 2024. Selon les données définitives publiées hier par le département du commerce, le PIB a augmenté de 3,1% en rythme annualisé, alors que la deuxième estimation publiée en novembre était de 2,8%. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient, eux, en moyenne, une croissance de 2,8%. Cette révision à la hausse est le fait des dépenses de consommation et des exportations qui ont été plus dynamiques que modélisées précédemment. En outre, selon des données de la Fed d'Atlanta qui visent à estimer le PIB en temps réel, la croissance américaine pourrait être de 3,2% au T4. Enfin, pour être tout à fait complet sur ce chapitre, sachez que Donald Trump a averti cette nuit l'Union européenne qu'elle devait réduire son déficit commercial avec les États-Unis en achetant du pétrole et du gaz sous peine de devoir payer des droits de douane. Mais pour les experts, il s'agit cependant là d'une approche tout à fait transactionnelle. Je vous rappelle que selon des chiffres américains, le déficit commercial des biens et services du pays avec l'Union européenne était de 131,3 milliards de dollars en 2022. En Grande-Bretagne, la Bank of England s'est montrée plus divisée que prévu à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire. En effet, sans surprise, elle a maintenu hier son taux directeur inchangé à 4,75% face à une remontée de l'inflation et face à des perspectives de croissance médiocres. Dans une décision prise à 6 voix contre 3, la plupart des membres du comité de politique monétaire ont averti que les récentes augmentations des salaires et des prix avaient accru le risque de persistance de l'inflation, atténuant les espoirs de baisse rapide des taux. En 2025, ils ont ajouté que le risque pour la croissance mondiale et l'inflation liée aux tensions géopolitiques et à l'incertitude de la politique commerciale américaine avaient considérablement augmenté. La décision d'hier, conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, intervient un jour après que des données ont montré que l'inflation au Royaume-Uni a augmenté à 2,6% le mois dernier contre 2,3% en octobre. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui.
Et alors que les grandes manœuvres monétaires sont désormais derrière nous pour l'exercice 2024, les grands argentés mondiaux, entre baisse et statu quo, nous ont délivré un même message. 2025 sera incertain sur fond de doutes et de craintes à l'endroit de la politique de Trump. À ce jour, un seul contre-pouvoir semble prendre de l'épaisseur aux États-Unis, le marché obligataire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les investisseurs garderont un œil sur les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis et sur le fameux indice PCE. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places de la planète et en Europe. Comme nous pouvions nous y attendre, les principales places financières ont clôturé dans le rouge. À l'image du moral des investisseurs américains, les investisseurs européens ont été refroidis par les propos très agressifs de Jérôme Powell la veille. Pour les experts, les marchés boursiers sont en train de digérer et peut-être même de recalibrer la mesure dans laquelle la Fed va abaisser ses taux au cours de l'exercice 2025, une prudence généralisée puisque les banques centrales japonaises et britanniques ont laissé leurs taux inchangés hier à Paris. Pénalisé par ST Microelectronics, Vivendi ou bien encore Schneider Electric, le CAC 40 a reculé de 1,22% à 7294 points. Notons que l'indice phare parisien n'a pas été aidé par le fabricant de mémoire informatique Micron Technology après la publication de guidance décevante. Notons à cet effet que le bénéfice par action du groupe est désormais attendu en moyenne à 1,43 $, à comparer au consensus qu'il avait modélisé à 1,92 $. Vous vous en doutez, c'est donc tout le secteur de la tech et des microprocesseurs qui étaient dans la tourmente hier et qui a pesé sur les principaux indices européens. À Londres, le FTSE a cédé 1,14% à 8105 points, alors qu'à Francfort, le DAX s'est effrité de 1,2% et a buté sur les 20 000 points à 1999 points. Aux États-Unis, après le décrochage de la veille, Wall Street a tenté un sursaut dès l'ouverture, mais peine perdue. La probabilité d'un shutdown associé à un resserrement monétaire aux caractéristiques plus modestes qu'anticipées n'a pas permis à ce mouvement de perdurer hier. Il semblerait que le scepticisme et la peur commencent à s'installer dans l'esprit des investisseurs outre-Atlantique. Résultat, les principaux marchés actions ont clôturé en ordre dispersé hier. Le Dow Jones a symboliquement clôturé dans le vert. Il a gagné 0,04% à 42 342 points. Le S&P 500, lui, a reculé de près de 0,1% à 5 867 points, quand le Nasdaq a, lui, cédé 0,1% à 19 372 points. En Asie, ce matin, les marchés de la région ont pour la plupart chuté. Les investisseurs digérant les données sur l'inflation en provenance du Japon ainsi qu'une décision sur les taux d'intérêt en Chine. Au Japon, l'inflation globale s'est établie à 2,9%, soit plus que les 2,3% calculés en octobre, alors qu'en Chine, la Banque populaire de Chine a maintenu ses taux d'intérêt préférentiels inchangés ce matin, laissant le taux à 1 an à 3,1% et le taux à 5 ans à 3,6%. En conséquence, l'indice Hang Seng de Hong Kong est resté stable au cours de sa dernière heure de négociation, tandis que le CSI 300 de la Chine continentale a chuté de 0,45% pour clôturer à 3 927 points. Au Japon, le Nikkei a reculé de 0,29% à 38 701 points. Sur le marché des taux souverains, les rendements ont pris de la hauteur hier en réaction aux propos de la Réserve fédérale américaine qui a dit vouloir, vous le savez maintenant, ralentir le rythme de resserrement monétaire, le rythme de son resserrement monétaire en 2025. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a pris 6,6 points de base à 2,309%. Le 10 ans français a lui gagné 6 points de base à 3,113%. À l'heure de la clôture à Wall Street, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans était de 4,565% contre 4,518% la veille. Quant au rendement des bons du Trésor à 2 ans, qui suit de près, vous le savez, les attentes concernant les taux d'intérêt de la Fed, il a lui baissé de près de 4 points de base à 4,318%. Enfin, hier, sur le marché du pétrole, la position prudente de la Réserve fédérale américaine a pesé sur les cours. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a perdu
perdu 0,69% pour clôturer à 72,88 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance janvier, dont c'était le dernier jour de cotation, eh bien il a lui reculé de près de 1% et a clôturé sous les 70 $ à 69,91 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 20 décembre et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Antoine Quesada. Antoine qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture qui était attendue dans le rouge et effectivement le CAC 40 évolue actuellement nettement dans le rouge. Il lâche 0,93% pour naviguer à 7226 points. On va voir comment Antoine Quesada traduit tout ça en langage technique. Il va nous expliquer quelle stratégie adopter alors que vous l'avez bien compris, les craintes et le doute regagnent de nouveau l'esprit des investisseurs. À tout de suite sur Téléfinance.